Enfin, les tant attendues réglementations contre les ailerons trop flexibles ont été mises en application ce week-end en Espagne. En conséquence, naturellement, certaines équipes sont arrivées avec un nouvel aileron avant et arrière, comme Ferrari ou Racing Bulls, certaines avec juste un des deux, comme Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Haas, Kick Sauber ou Williams, alors que d'autres ont pris le risque insensé de n'amener aucune évolution, comme McLaren. Un pari risqué, pourtant cela semblait être la chose à faire pour dominer le week-end, avec une nouvelle victoire d'Oscar Piastri devant Lando Norris, comme quoi Christian Horner avait raison de pleurer sur les ailerons flexibles depuis la fin de la saison dernière. Et un nouveau pari réussi pour Pirelli qui voulait forcer une nouvelle stratégie avec un week-end à 2 arrêts, quoique bien aidé par cette configuration du tracé de Barcelone sur laquelle on est revenu depuis maintenant plus de 2 ans, avec l'ajout ou le retour, devrais-je dire, avec 2 virages rapides au virage 10 qui était devenu une petite épingle et la suppression de cette catastrophique chicane qu'on avait depuis 2007, ce qui en demande beaucoup plus aux pneumatiques puisqu'on a affaire à des virages rapides avec beaucoup d'angles, ce qui fait tout le charme du tracé espagnolien. Audacieuse stratégie chez Red Bull qui, ma foi, était pas idiote du tout avec une agressivité en 3 arrêts qui n'a pas été reproduit nulle part, c'est tout à fait français. On retrouvera rien de formidable dans le reste du peloton, si ce n'est un très très long second relais de Nico Hülkenberg et Oliver Behrmann aussi, qui avec Tsunoda et Albon se sont arrêtés très tôt pendant la course. Oscar Piastri remporte la 7e victoire de sa carrière et sa 5e cette saison en terminant devant Lando Norris. Charles Leclerc prend son 3e podium en 2025 et termine devant George Russell. Nico Hülkenberg est de... Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là, ce con ? Non, mais il a pas le droit, hein. Bref. Hamilton est 6e devant Isaac Hadjar, Pierre Gasly. Fernando Alonso entre dans les points. Petit exploit pour ce jeune pilote espagnol à la maison. Et Max Verstappen franchit la ligne en 5e place, mais est classé 10e suite à une pénalité de 10 secondes. Comme toujours, Oscar Piastri est particulièrement chiant, il n'y a pas grand-chose à dire sur son week-end, si ce n'est qu'il a été au sommet de sa McLaren, que ce soit en qualification ou en course, enregistrant le plus grand écart face au second en qualification de la saison, même si j'ai plus envie de mettre ça au détriment de Lando Norris, qui avait beaucoup de mal dans le second secteur tout au long du week-end, plus particulièrement en qualification, parce que Norris a cette particularité de bien démarrer ses week-ends, pas toujours, mais quand il les démarre bien, le samedi devient toujours plus difficile. Il a toujours du mal à exploiter parfaitement son package. Et ça s'est à nouveau ressenti ce samedi-là. Mais Piastri a tout de même fait un excellent boulot pour récupérer la pole, la victoire et s'en sortir avec au final une avance plus que confortable sans avoir jamais été menacé. Il enregistre le second hat-trick de sa carrière, voilà, c'est sympa, c'est pour les statistiques. Et pour Norris, eh bien, à part dire que son envol n'a pas été formidable, eh bien, il lui a fallu un petit moment avant de se débarrasser de la Red Bull. Quoi qu'il en soit, c'était pas suffisant et dans tous les cas, on sait qu'avec ce type de configuration, qui partira en pole décidera certainement de la victoire quand on a une équipe McLaren qui a une telle aisance. Quoique, ai-je dit fort aisance, ou un truc du genre, mais non, car semble-t-il, Red Bull s'est quand même pas mal retrouvé en forme ce week-end, alors on dira que c'était aussi pas mal à mettre au crédit d'une stratégie à 3 arrêts fort audacieuse, et qui, ma foi, aura pu porter ses fruits. Du moins, certainement avec un Verstappen qui a mené une course formidable avec un très bon rythme et qui a géré à la perfection ce 3 arrêts. Et même si McLaren a été forcé un petit peu de réagir face à cela, elle a forcé un petit peu à dire à ses pilotes « Attention les gars, regardez derrière vous, il y en a un qui roule un petit peu vite ». Je pense pas que McLaren ait été réellement menacé, en tout cas c'est un ressenti, enfin je ne trouve pas qu'il y avait de réelles menaces pour les McLaren ce dimanche, mais bon c'était quand même sympa d'avoir ça. Quant à Petit Noda, il est venu, c'est sympathique, on mettra dans la case des excuses que lui n'avait pas accès au nouveau fond plat de la Red Bull, mais il n'empêche qu'il était perdu tout au long du week-end.
Il y avait un semblant d'espoir de points avec la stratégie décalée en 3 arrêts, mais même sans la voiture de sécurité en fin de course, ça aurait été très compliqué. Et conformément aux normes YouTube, je suis obligé de faire une mention à la miniature du jour, parce que vous savez, habituellement, je mets juste le podium en image. Mais voilà, je me dis, bon, je suis sûr que tout le monde va y aller du gros rat en mettant des images de la collision entre Maximus et Georgie Boy. Et c'est pas fini, il y a encore moyen de faire un petit billet. Bon, bah voilà, c'était totalement con. Même si je ne pense pas que fondamentalement il cherchait à causer un accident plus grave que ce qu'on a vu, se servir de sa voiture pour volontairement aller percuter un adversaire, que ce soit pour causer un gros crash ou pour faire une Sébastien Vettel. Une Sébastien Vettel, c'est quand tu donnes un coup de roue dans ton rival pour lui dire « je suis pas content ». Référence Bakou 2017. Ça doit être fortement répréhensible. Oui, parce que j'ai verbalisé le verbe répréhensible. Point de neutralité chez Ferrari, parce que, bah voilà, hein, c'est encore une catastrophe, comme disent les tifosi. C'est humiliant pour Ferrari, c'est une honte. Comment on peut en être là avec cette équipe qui est seulement 2e du championnat du monde des constructeurs, qui se fait constamment humilier par des Williams, tout ça. On en attend beaucoup plus. Enfin, c'est ça qu'il faut dire non avec Ferrari. Ah, écoute, je sais pas, hein, moi j'arrive pas à suivre. Pari intéressant du clan Leclerc d'essayer de sacrifier la qualification pour essayer de profiter d'un train de pneus tendres neufs supplémentaires pendant la course. Bah, ma foi, ça a été fait avec brio. Et une 3e place, certes, récupérée sur la voiture de sécurité, sur le fait que Verstappen a été replacé en pneus durs. Là aussi, j'ai pas parlé de ça parce que c'est très certainement plus facile à juger après les faits, même si je pense qu'on était nombreux à être sceptiques quand on a vu Red Bull le chausser de pneus durs. Je pense que le clan Red Bull, de manière générale, fait suffisamment d'excellentes stratégies pour leur laisser le bénéfice du doute. Mais bon, quoi qu'il en soit, à la relance, Leclerc a pu très rapidement mettre la pression sur Verstappen et lui causer un petit peu cette erreur à la relance avec un petit code marron fort agréable à regarder. Parce que les petites glissades de Maximus sont toujours bien rattrapées. Je trouve ça toujours satisfaisant à voir ce contrôle qu'il a sur sa voiture. C'est-à-dire que même quand il provoque des accidents, c'est contrôlé. Mais pour rester sur Leclerc, excellent départ, excellent premier tour à se débarrasser des Mercedes, rapidement mettre la pression sur Hamilton et se conforter en quelque sorte en 4e place et se satisfaire d'un podium qui lui est tombé entre les doigts. Et pour Lewis Hamilton, je pense que c'est bien moins pire que ce que j'ai l'impression de lire à droite à gauche. Clairement en deçà de Leclerc. Ceci dit, si je m'intéresse un petit peu au diagramme, je trouve pas que c'est une catastrophe ambulante. C'est en deçà de Leclerc, très nettement, mais on n'est pas non plus dans des écarts à la Maximus versus Yuki. Et je pense que l'écart, naturellement, était aggravé par la voiture de sécurité finale lorsqu'il perd la position face à Hülkenberg et Leclerc qui monte sur le podium. Mercedes continue à souffrir, toujours dépendant des températures. Et ce week-end, il faisait beau, il faisait chaud. Et ça ressemble à du Claude François, ça. Et je pense que dans tous les cas, Georgie Boy Russell a maximisé ce qu'il pouvait faire avec une 4e place sur la grille, 4e place au drapeau à damier, profitant encore une fois de la situation avec Maximus. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'il y avait beaucoup plus à aller chercher. Et j'ai l'impression qu'on commence seulement aujourd'hui à se dire que Russell fait une saison pas dégueulasse. Ça me fait plaisir qu'on le voit, parce que j'ai l'impression de le gueuler depuis le début de l'année. Et pour Andrea Kimi Antonelli, une course qui était tout aussi compliquée pour lui. Je pense qu'il s'est pas trop mal dépatouillé, même s'il s'est pas mal plaint d'instabilité sur son train arrière. Et je dois admettre que son abandon, j'ai adoré. Ah, je sais, je suis pas du genre à m'extasier sur des abandons, mais là, une bonne petite casse moteur que tu vois pas venir à l'ancienne, ça fait plaisir.
Non, mais c'est qu'on n'en voit plus. Faut comprendre que c'est une licorne, ça, de nos jours. On n'en voit plus. Aujourd'hui, c'est ouais, arrête-toi, le moteur va casser, rentre au stand, on abandonne. Non, là, ça a été un vrai de... Ah, le moteur marche plus, la voiture qui tire tout droit, tout ça, à l'ancienne. Ça fait zizir. J'ai mentionné le très long second relais de Nico Hülkenberg, et ça fait également plaisir de le revoir se mettre un petit peu en avant, même si en partant 15e, en se faisant battre une nouvelle fois par Gabriel Bortoleto en qualification. Bortoleto aussi, hein, qui reste un petit peu dans l'ombre, je trouve, alors qu'il fait une comparaison très décente face à Hülkenberg en qualification. Il a eu un départ fort chanceux, si j'ose dire, parce que en ayant été poussé hors de la piste au premier virage, il a pris le petit échappatoire et il a gagné 2-3 places comme ça. Et la direction de course a estimé que voilà, c'était pas méchant. Voilà, je me dis qu'il a été très vénère sur ce coup-là. Mais dans tous les cas, Sauber a apporté pas mal d'améliorations ce week-end et ça a porté ses fruits. On avait les deux pilotes qui étaient dans le coup pour les points à la régulière avant même l'intervention de la voiture de sécurité. Bortoleto qui jouait une 9/10e place et Hülkenberg qui était 7e à la régulière. Et lorsque, en fin de course, on a eu la voiture de sécurité, Hülkenberg a pu profiter de son élimination en Q1 pour avoir un train de pneus soft supplémentaire neuf pour aller chasser Hamilton en fin de course. Et pour le petit Gabi, lui, il n'avait pas ce privilège et c'est pour cela qu'il a perdu une position face au patron. Et par le patron, je parle d'Alonso. Et je dis pas qu'Alonso, c'est le meilleur, c'est le patron. Non, je dis que c'est littéralement le patron parce qu'on rappelle que c'est son manager. Probablement son meilleur week-end en Formule 1, mais aussi certainement parce que ça a été son premier week-end où on a pu vraiment le voir bénéficier d'une voiture qui lui a permis de se battre. Chez Racing Bulls, un nouveau week-end solide, à jouer les points, même s'il n'y en a qu'une seule qui entre dedans. Hadjar, une course sage, même s'il a eu 2-3 luttes intéressantes. On va dire que ça a été sage par rapport à la course de son coéquipier. Il termine 7e, un beau résultat avec quelques luttes face à Gasly et en fin de course face à Hülkenberg. Et j'ai envie de relativiser quelque peu. En fait, il y a un truc que je déteste. C'est un grand mot, mais il y a une surhype qui est en train de naître autour de Hadjar, et même si je suis le premier à dire que c'est peut-être le pilote qui me surprend le plus cette année parce que j'en attendais pas tant, j'ai quand même envie de prendre des pincettes de précaution parce qu'on sait clairement que la Racing Bulls est performante, qu'elle a une très grande fenêtre d'exploitation pour être performante par rapport, justement, par exemple, à la Red Bull qui est l'exact inverse. Et je crains qu'on va à se mettre autant en avant, et lui, il y peut rien, attention, hein, il fait un super boulot, mais j'ai peur que si jamais Racing Bulls commence un petit peu à sombrer, que le peloton commence à se resserrer, et que la course au développement ne leur va pas, eh bien, il va se prendre le contre-coup de cette popularité gagnante, et ça risque... c'est quelque chose que je peux craindre, en tout cas, si tu vois ce que je veux dire. Liam Lawson, fort divertissant, ce Grand Prix, même si encore une fois battu par Hadjar, qualification et course, je dis fort satisfaisant parce qu'il y a eu beaucoup de luttes. C'était viril à quelques reprises, parfois pas nécessaire, notamment la première collision avec Albon, mais globalement c'était rigolo. Je pense que c'est pas nécessaire. Lawson, quelque chose que j'ai toujours apprécié chez lui, c'était son côté combatif, mais je pense qu'il va être nécessaire qu'il commence un petit peu à se calmer, parce qu'au bout de quelques grands prix consécutifs, il y a trop de touchettes. Et ça va finir par lui retomber sur la gueule. Pierre Gasly marque des points, bravo, ça faisait longtemps que Alpine n'avait pas eu un bon week-end comme ça, enfin, qu'une Alpine n'avait pas eu un bon week-end comme ça, avec une belle qualification, 8e à l'arrivée également. Le rythme de course est toujours un petit peu plus fragile, on a plus de mal avec les pneumatiques dans l'Alpine. Il y a eu une belle lutte avec Hadjar sur les phases d'arrêt au stand.
Et pour son coéquipier, local de l'épreuve, selon le community manager de la Formule 1, Colapinto a eu un week-end difficile, que ce soit pour se mettre dans le rythme le vendredi, ou en qualification, où là où la plupart des pilotes ont eu 2 relais, on a donné 3 relais pour Colapinto. Malheureusement, le 3e a été réduit à néant sur des problèmes de fiabilité. Enfin, pas des problèmes de fiabilité, mais je crois que suite à l'embouteillage classique dans la voie des stands, il y a eu un petit coup de surchauffe. La course a été relativement transparente et relativement... je le dégage. La course a été transparente. Aston Martin, ça a été un très bon triple tether, comme on dit dans le jargon. Enfin, c'est ça, un triple header, triple tether. Non, c'est pas ça. Bon, ferme-la alors, laisse-moi tranquille. Avec un tour de qualification qui l'a placé en 10e place, mais qui l'a célébré comme une victoire. Bon, c'était un bon tour en plus. Mais malheureusement, il n'avait qu'un seul train de pneumatique tendre et donc n'a pu s'offrir qu'un seul tour. Et je pense que la piste, s'améliorant en fin de session, s'est retournée contre lui. Et la 9e place à l'arrivée, c'est pas décevant. Même si c'est des premiers points à la régulière pour Aston Martin depuis... c'est peut-être la seule fois. La Chine... On peut dire que Stroll a fait une entrée dans les points à la régulière, mais globalement, chaque fois qu'il y a eu des points cette année pour Aston, marqués par Stroll, ça a été un peu dans des circonstances de course. Et pourtant, malgré ça, cette 9e place, elle fait un petit peu maigrelette, parce que Nando, il a fait des bêtises, Nando. A trop attaqué, trop agressif. Il s'est sorti de la piste trop agressif dans les virages parce que il se plaignait, et ça se voyait encore, de trop de traînées dans l'Aston Martin. Donc une faible vitesse pure en ligne droite, mais ça c'est un problème depuis 2022. Aston Martin se traîne un peu dans les lignes droites. Et la voiture de sécurité lui a un petit peu sauvé les miches, puisqu'il a pu remonter de la 13e place à la 10e place au drapeau à damier et bénéficier de la pénalité de Verstappen pour marquer un point de plus. Lance Stroll, il n'y a pas grand-chose à dire. Qualification fort décevante. Et une course non partant sur forfait à cause douleurs ressurgentes de son accident de vélo de début 2023. Alors, beaucoup de spéculations autour de cela parce que apparemment quelques bruits dans le paddock se sont fait entendre, reportant qu'il y a eu dispute à la sortie de la voiture en qualification, de Stroll qui se serait laissé submerger négativement par l'émotion. Et aurait tapé un scandale dans le garage. Alors, à quel point ça peut être vérifié, naturellement, Aston Martin a démenti, même si certains porte-paroles ont effectivement confirmé qu'il n'était vraiment pas content. C'est naturellement des bruits qui ont été amplifiés par le fait qu'il ne s'est pas immédiatement présenté à la pesée conformément au règlement. Ça a été justifié par l'équipe par le fait qu'il souffrait et qu'il avait besoin de temps avant de se présenter. Quoi qu'il en soit, on lui souhaite une prompte guérison, je sais plus parler. Mais c'est un cas intéressant. Est-ce que c'est une douleur qui est présente depuis longtemps et qui l'a laissé trop s'aggraver et qui a atteint un pic culminant, ou est-ce que selon les théories les plus F1-esques, je dis pas que c'est n'importe quoi, mais peut-être, dans un accès de colère, il a donné un grand coup de poing viril contre un mur et ça a réveillé la douleur. On ne sait pas, on ne saura sûrement jamais. Parmi les jeunes pilotes dont on ne parle pas assez, je trouve qu'Oliver Bearman fait toujours partie de la liste. C'est plus compliqué, effectivement, de se mettre en avant, si on le compare par exemple à un Hadjar qui est dans une Racing Bulls qui est assez régulière.
Chez Haas, c'est tout l'inverse et on s'attendait à ce que l'Espagne soit une catastrophe pour eux parce que ils souffrent dans les virages rapides et l'Espagne, c'est essentiellement des virages rapides. En tout cas, Bergman a une nouvelle fois été le meilleur des deux pilotes Haas ce week-end, mais même se qualifier 15e, 14e, c'était déjà un miracle en soi. Et sa course, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, ça a été surtout de la défense dans les quelques luttes en piste qu'il a pu avoir. Et ça s'est soldé avec 10 secondes de pénalité pour leaving the track and gaining an advantage en dépassant Lawson de la sorte. Et Esteban Ocon, ça a été un week-end assez médiocre avec des essais libres 1 où il n'a pas roulé, laissant son Bakary Oikawa, et en qualification a été relativement perdu et en course totalement invisible, ce qui va faire nettement trancher avec le week-end monégasque qui était une réussite pure. Il nous reste enfin à conclure avec les Williams. L'Espagne, c'est toujours un circuit sur lequel ils ont du mal. Les virages rapides, essentiellement longs, c'est surtout les longs virages rapides avec lesquels ils ont du mal. Par exemple, au Canada, on peut s'attendre à les revoir en forme, les lignes droites, des virages rapides, courts, avec quelques enchaînements de gauche-droite assez rapides. C'est le genre de circuit sur lesquels je pense on pourrait les attendre en forme. Alex Albon a encore été le meilleur des deux pilotes Williams, malgré une absence en essai libre 1 pour avoir laissé sa voiture à Victor Martins, et des soucis en essai libre 3 qui plus est. Malgré tout, il se qualifie 11e, même si ça s'est fait au détriment d'un train de pneumatiques supplémentaire perdu en Q1 à cause d'un troisième relais qui a coûté cela. La course, en revanche, a été assez brouillon avec des accrochages avec Lawson. Et il a finalement dû abandonner avec une pénalité qui a été purgée pendant la course. Et Carlos Sainz, 3e, du coup, pilote à domicile, avec Alonso et Colapinto, eh bien, ça a été de la transparence totale pour lui. Il a été victime de dégâts à l'aileron avant dès le début de course. La mêlée, je ne sais plus qui l'a touché, mais il y avait tellement n'importe quoi au départ de la course que vous ne m'en voudrez certainement pas. Oh, s'il vous plaît, épargnez-moi. Et ça l'a forcé à s'arrêter assez tôt pendant la course. Et sa course, dans tous les cas, était compromise de là. Et il n'y avait plus grand-chose à faire parce que, dans tous les cas, il n'y avait pas beaucoup de rythme dans la Williams. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé pour une course où, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il s'est passé beaucoup de choses sur le plan stratégique. Donc, on va faire une petite pause d'une dizaine de jours avant de se retrouver avec peut-être quelques nouveautés. Allez savoir, peut-être un pilote, un nouveau jeune dans une Aston Martin, puisque Felipe Drugovich a dit qu'il était prêt à sacrifier Le Mans pour remplacer Lance Stroll s'il y avait besoin. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un gars qui est prêt à sacrifier une chance de jouer un beau résultat ou peut-être même une victoire au Mans pour terminé 15e dans une Aston Martin au Grand Prix de Formule 1 du Canada. Qu'on vienne pas me parler encore une fois du manque de rayonnement de la Formule 1 pour les pilotes. Allez, des bisous et à bientôt.